y a 6000 ans, une forêt enveloppait la plaine centrale d'Europe, des Carpates jusqu'à la mer Baltique. Seule une petite partie de cette immense forêt est restée intacte. Créé en 1932, le parc national de Bialowieza, classé patrimoine mondial de l'humanité, protège les 163 000 hectares de cette forêt primaire, descendante directe de la forêt préhistorique. Ici, rien n'a changé. La faune et la flore vivent en équilibre depuis toujours. Les hommes ont décidé de laisser ce havre de paix aux bisons, cerfs, chevreuils, loups, arbres, sans intervenir dans leur monde. Il est 3 heures du matin. C'est le moment de partir pour découvrir cette immense forêt du parc de Bialowieza. Alexander est l'un des guides qui la connaît le mieux. Ce loup solitaire passe la plupart de son temps dans les bois. C'est sa seconde maison. Il part en pleine nuit pour tenter d'apercevoir l'un des rois du parc national, le bison européen. Rencontrer cet animal n'est vraiment pas une chose facile. Il n'en reste que 500 dans les 1630 km² de la réserve. Le bison se déplace constamment. Il est imprévisible. Ce matin, Alexander a eu de la chance. Le plus gros mammifère terrestre d'Europe était là, paisible et libre. Il y a encore 1000 ans, les troupeaux de bisons parcouraient l'Europe entière jusqu'au Caucase. Malheureusement, ce molosse à bosse fut exterminé par la chasse, mais aussi le défrichage et le développement des activités agricoles. En 1927, il n'y avait plus aucun bison sauvage en Europe. Il ne restait plus que 54 animaux qui vivaient en captivité, 29 mâles et 25 femelles. Sur les 54 animaux survivants, seuls 13 parvinrent à se reproduire en constituant le socle génétique de tous les bisons européens actuels. Tous ces bisons sont nés ici, à Bialowieza. Au fil des ans, la population de bisons s'étoffe en zoo. Tant et si bien qu'à partir de 1952, les Polonais peuvent commencer à relâcher des animaux dans la forêt de Bialowieza. D'autres réintroductions suivent en Pologne, en Ukraine, en Biélorussie, en Russie et en Lituanie. Aujourd'hui, la population de bisons en liberté comprend 1800 individus. Les bisons participent activement à l'équilibre naturel de la forêt. Ils favorisent la dissémination des graines en les transportant sur leur pelage et dans leur bouse. Ces bulldozers à poils brisent les branches basses et les arbustes et arrachent l'écorce des arbres, créant ainsi des trouées qui permettent à la lumière de pénétrer jusqu'au sol. De nombreuses espèces peuvent alors repousser. Malheureusement, cette nouvelle population de bisons subit des dérives génétiques. Malgré tous les efforts des scientifiques, la consanguinité due au nombre restreint d'animaux qui sont à l'origine de ces bisons a fait disparaître une partie de leurs gènes. La comparaison entre les squelettes des animaux actuels et ceux des animaux des siècles précédents fait apparaître certaines anomalies dans la population moderne. Si les parcs n'existaient pas, la plupart de ces animaux ne seraient plus de ce monde. Nous ne pourrions les voir qu'ainsi. À Bialowieza, en Pologne, le musée de la nature et de la forêt se trouve à l'entrée de la réserve. C'est le plus ancien musée des parcs nationaux polonais. Il propose une visite guidée des différents biotopes de la forêt et une salle d'exposition. Il se trouve au cœur d'un bâtiment moderne composé d'une partie hôtelière et d'une autre administrative. Cet ancien manoir de chasse, transformé en palais sous le règne d'Alexandre Ier, fut presque entièrement détruit pendant la Deuxième Guerre mondiale. La maison de la forêt fut construite sur les ruines de l'ancien bâtiment entre 1999 et 2003. Il reste des traces de l'époque du tsar, des ensembles de maisons, dépendances et jardins qui donnent l'impression d'une ancienne cité fantomatique. Elle garde depuis la nuit des temps les vestiges d'un monde que l'homme n'a jamais touché depuis sa création, la dernière forêt primaire d'Europe. L'Institut de recherche sur les mammifères est une unité indépendante de recherche et de développement de l'Académie polonaise des sciences.
Elle fut fondée en 1952. Sa mission est d'acquérir, de développer et de diffuser des connaissances sur la nature et les processus naturels afin de fournir un appui scientifique pour la conservation de la faune et de la flore. Depuis sa création, l'Institut a publié 23 livres et plus de 1400 articles scientifiques. Driss, il faut que tu jettes un coup d'œil à ces données. Cela fait 12 ans que Driss et Marcin étudient le lien qui unit la forêt aux ongulés qui la fréquentent. Aujourd'hui, ils partent vers une sorte de laboratoire à ciel ouvert dans cette forêt qu'ils connaissent bien. Ils ont créé différents petits espaces dans des endroits où vivent les cerfs rouges. Un espace grillagé pour empêcher l'accès aux herbivores et juste à côté un autre espace libre d'accès. Le but est de voir clairement quelle végétation résiste au passage régulier des bêtes. Dans l'espace protégé, des étudiants font chaque mois un relevé des différents arbres qui poussent et les mesurent pour définir le rythme de leur croissance. Leurs études ont démontré que la présence des animaux change la composition des espèces végétales. Dans les endroits principalement occupés par des cerfs, les charmes s'en sortent très bien, mais les autres espèces disparaissent. Tu as vu ce qui reste? Toutes ces branches ont été mangées. C'est un massacre. Un peu plus loin, il y a un autre espace protégé, mais cette fois-ci à l'abri de la lumière. Quelques arbres arrivent poussivement à grandir, mais il n'y a pas beaucoup de différence avec la zone ouverte du sous-bois. La présence des cervidés a donc peu d'impact sur la flore à l'intérieur de la forêt. Pour approfondir leurs recherches sur la relation entre le comportement animal et la flore, Driss et Marcin placent des caméras à infrarouge dans un endroit reculé de la forêt. Ils savaient que la présence du loup réduisait considérablement le nombre d'ongulés. Mais ce qu'ont démontré les images tournées, c'est que la présence des canidés coupe l'appétit des cerfs. Ils ont déposé de l'urine d'un loup sur un endroit où, en principe, ils ne viennent jamais. La biche sent l'odeur du prédateur. Immédiatement, elle met ses sens en alerte et ne broude plus. C'est ce qu'ils ont appelé le paysage de la peur. Même chose pour les sangliers, qui sentent l'odeur du loup, ils détalent. Par contre, le bison, lui, reste stoïque. Les loups changent de territoire quand ils ne trouvent plus de nourriture. Ils vont alors chasser dans les clairières car ils y trouvent du gibier. Tôt le matin ou à la tombée du jour, cerfs, chevreuils, sangliers et bisons y viennent souvent pour brouter l'herbe qui y pousse. Les cerfs ou les chevreuils, sentant alors leur présence, cessent de se nourrir et peu à peu quittent la clairière. Rapidement, de nouveaux arbres, ivres de lumière, se mettent à pousser et la clairière finit par disparaître. La nature est régie par un climat continental. Les amplitudes thermiques sont élevées. Le loup a su parfaitement s'y adapter. Ce matin, Alexander s'aventure sur leur territoire. Pour augmenter ses chances de l'apercevoir, il a placé des morceaux de viande au milieu de la nuit sur l'un de leurs passages favoris. Chez le loup, c'est son odorat qui est le sens le plus développé. À plusieurs kilomètres, il peut sentir et reconnaître la nature de sa proie. Son odorat est 100 fois plus développé que celui de l'homme. Alexander connaît bien ses prédateurs. Il avance contre le vent, en espérant que même si le loup sent sa présence, il sortira des sous-bois, attiré par l'odeur de la viande. Et ils sont venus. Une meute de 6 loups, conduits par le mâle dominant. Le loup vit en société. La présence de ses congénères lui est indispensable pour assurer sa survie. Dans le groupe, le mâle dominant soumet le reste de la meute, il mange en premier
et peut espérer une descendance en choisissant sa compagne. Chaque meute délimite son territoire, qui atteint parfois jusqu'à 720 km². Jadis, le loup était le mammifère le plus répandu sur la planète. Il n'y a pas plus de 150 ans, il peuplait encore toutes les régions du Nord, l'Amérique, l'Europe, l'Eurasie, l'Arctique, mais il fut chassé par l'industrialisation, détruit et refoulé en de rares endroits jusqu'à sa quasi-extinction. En 1979, une convention européenne fut signée à Berne pour protéger le loup. Aujourd'hui, en Europe, y compris la partie européenne de la Russie, il y aurait encore environ 18 000 loups, dont une centaine dans la forêt de Bialowieza.